bonjour aux personnes qui arrivent sur la presque matinale de Questudie Chambéry. C'est un nouveau format proposé par Questudie Chambéry, le média d'information jeunesse porté par la ville de Chambéry et la mission locale jeune du bassin chambérien. Alors pourquoi la presque matinale? Pourquoi presque déjà? Parce que il est 11h, donc en fait c'est pas vraiment le matin, donc on fait pas une matinale comme à la télé, etc. avec le café à 6h, mais c'est presque une matinale parce qu'on est ensemble jusqu'à environ à peu près midi. Et on va balayer ensemble plusieurs chroniques, en fait, avec des invités du monde de Chambéry, que ce soit évidemment la jeunesse chambérienne avec des initiatives étudiantes, mais aussi d'autres dispositifs, d'autres personnes, d'autres types d'invités, etc. etc. Qu'est-ce que tu dis Chambéry? L'univers Qu'est-ce que tu dis Chambéry, pour vous expliquer un peu ce que c'est si vous n'êtes pas familier de ce média d'information jeunesse qui a été créé en 2019 sur Chambéry. Différentes choses sont présentes sur Qu'est-ce que tu dis Chambéry. C'est d'abord un portail, un site internet avec tout un tas d'actus que l'on peut retrouver toute l'année sur le site et alimenté par l'équipe, mais aussi des offres de jobs d'été et étudiantes disponibles sur le site, des offres de logement étudiants également, et puis des événements, de l'actualité qui peuvent intéresser les 16-25. Qu'est-ce que tu dis Chambéry? C'est aussi des événements que l'on organise tout au long de l'année, notamment l'événement Campus en Ville qui a lieu à la rentrée en septembre et qui a pour but d'accueillir les nouveaux étudiants et étudiants de Chambéry et de leur proposer tout un tas d'informations, une soirée festive, tout un panel en fait de choses qui peuvent les accompagner dans cette période cruciale de la rentrée. Et puis c'est aussi le salon de l'étudiant, le forum job d'été dont on parlera dans cette presque matinale. Bref, tout un tas d'événements qu'on est content de monter avec l'équipe. C'est également un lieu en présentiel, un lieu d'information qui est situé au 79 Chambéry, avec le service Info Jeunes qui accueille toute l'année. Donc les jeunes, que ce soit des étudiants, mais aussi des jeunes déscolarisés, des jeunes en situation, des jeunes en reconversion. Et en fait, notre équipe va les accompagner sur la recherche d'informations sans IA, sans intelligence artificielle, de l'humain, du dialogue. Et puis un réseau qui va permettre d'avoir de l'information sur le logement étudiant, sur l'orientation. Donc c'est ouvert toute l'année avec notre équipe. Et puis c'est un podcast aussi posé sur Chambé qui existe maintenant depuis 2 ans et qui, un peu comme avec la presque matinale, a pour but d'inviter des gens du paysage de Chambéry, des jeunes, des parcours, des portraits, des associations, des dispositifs, des collectifs, et de discuter ensemble durant 30-40 minutes. C'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Voilà l'univers étendu de Qu'est-ce que tu dis Chambéry. Pour commencer l'initiative, on va parler de Gakko Crescendo, qui est une association étudiante et qui organise début avril le festival Elefunk. Un festival de musique qui a lieu donc le 9, 10 et 11 avril. C'est pas la première fois que ça existe, le festival Elefunk. Différents artistes seront conviés lors de ces 3 jours. Et pour en parler avec moi, Maëlys, regardez la fantastique magie du stream. Oh là là, elles sont là, elles viennent d'arriver. Je vous laisse le micro. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux. Eh ben, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur cette première de la presque matinale de Qu'est-ce que tu dis Chambéry. Sarah, tu es chargée de communication au sein de l'association Gakko Crescendo. Et toi, Maëlys, tu es secrétaire de l'association Gakko Crescendo. Oui. Mais qu'est-ce que c'est l'association Gakko Crescendo? Alors, l'association Gakko Crescendo est une association étudiante de la formation donc Gakko, qui est une formation de gestion d'entreprise. Nous, notre but, c'est de vraiment diffuser tous les événements culturels et musicaux qu'on crée vraiment à destination des étudiants du campus, mais des étudiants aussi de Chambéry, parce que du coup, la formation est au Bourget. Et voilà, donc on est 5 dans l'asso, et on est 5 musiciens très passionnés et très motivés à rendre la culture accessible finalement à tout le monde. C'est trop bien. Avant de parler du festival Elefunk que vous êtes en train d'organiser, pourquoi vous avez décidé, vous, de vous impliquer dans la vie associative étudiante? Parce que c'est important pour nous déjà, en tant que musicienne, de faire vivre en fait la culture auprès de nos étudiants. Ouais. Et je trouvais ça vraiment sympa en fait de reprendre l'association pour faire ce festival, parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez fédérateur en fait chez Gakko, le festival Elefunk. Donc c'est important pour nous de le faire cette année aussi. Et puis même pour nous, c'est hyper formateur en tant qu'étudiants. Ouais.
nous, on voudrait faire de l'événementiel plus tard et créer un festival, l'organiser, le monter, c'est hyper formateur et pour nous, ça peut nous permettre aussi de développer un réseau, de savoir comment tout ça marche, qui il faut contacter, quand, comment, combien ça coûte. Enfin, c'est hyper intéressant d'être au sein de l'organisation d'un festival et voilà. Nous, en tout cas, ça nous fait kiffer, nous tous. Et puis connaître un peu aussi les imprévus qu'on peut rencontrer lors de l'organisation d'un événement, parce qu'il y a toujours des imprévus. Et ça, c'est ce qui est super formateur. Et puis, ça nous apporte une expérience de dingue, quoi, finalement. Enfin, vraiment. Et vous arrivez, du coup, est-ce que c'est facile de gérer à la fois la vie étudiante, les études, et aussi la gestion de l'association? Parfois, il y a des petits couacs. Hein. Des fois, on est un peu fatigué, tout ça. Après, on le fait avec passion, donc j'avoue que ça va quand même. Puis après, on a de la chance aussi de vraiment bien s'entendre au sein de l'association. Genre, ça aurait pu très mal se passer entre nous. Aurait pu exploser, tu veux dire? Oui. Et puis, on aurait pu ne pas du tout réussir à travailler ensemble. Pour le coup, on est hyper compréhensifs l'un avec les autres. Si on a un qui est fatigué, c'est OK. Et on prend le relais, même si c'est pas forcément ce qu'on avait prévu ou les tâches qu'on avait prévues. Donc, je pense que c'est ça qui aide aussi. On se soutient de fou. Il y a une passation qui est faite entre l'équipe de l'an dernier et Et du coup, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait pour vous passer au mieux le témoin de la gestion de l'asso? En gros, ils font un bilan de ce qu'ils ont fait l'année dernière, de ce qui a marché, de ce qui a pas marché, de ce qu'ils voudraient reproduire, de ce qu'il ne faut pas reproduire. Enfin voilà, tout ça, un bilan du positif et du négatif. D'accord. Donc voilà. Bon, trop bien, c'est cool. On salue alors, du coup, peut-être que les autres membres de l'asso nous regardent, j'espère, en tout cas. On espère. S'ils sont pas en cours, Ah oui, parce que forcément. Du coup, on est en cours, là. Ouais, c'est vrai. Mais là, vous êtes pas en cours, vous. Et non. On espère que les profs regardent aussi, du coup. Alors, du coup, on va parler du festival Elefunk, parce que c'est pour ça aussi que vous êtes venus. Donc, je l'ai dit, peut-être Flo remettre l'affiche. Elefunk, c'est donc le 9, 10 et 11 avril 2026. Qu'est-ce que c'est que le festival Elefunk? Alors, le festival Elefunk, c'est un festival de musique qui se déroule le 9, 10 et 11 avril. Il y a une programmation qui est super variée. Là, on peut voir d'ailleurs un groupe qui va se jouer, qui joue pas à jouer au festival. C'est The Town. Il va se produire le dernier soir au Carré Curial, juste avant DJ Matafan d'ailleurs, une belle surprise du festival. On est très contents de l'avoir cette année. Figure emblématique de notre région. Carrément. C'était important pour nous de l'avoir. Ok, c'est la guest star de ce festival Elefunk. Ouais, c'est un peu ça, Ok. Mais le but, c'est quand même, le festival Elefunk, de mettre en avant des groupes qui sont pas forcément connus, c'est ça? C'est ça aussi. Et il y a aussi des étudiants qui vont jouer. Nous. Oui, vous faites partie de groupe, c'est ça? Oui, exactement. Par exemple, le groupe Viconic, dont je fais partie, on va jouer le jeudi 9 avril au Brocart. D'accord. Et toi, du coup, je te laisse expliquer. Moi, je suis aussi au sein d'un groupe qui est composé d'étudiants. Certains sont dans la formation aussi. Donc, nous, on est en 2e année. Il y a des étudiants de 3e année dans mon groupe. Donc, nous, c'est les What Group et on jouera le vendredi au Charlies. Donc, c'est dans différents lieux, ce festival a lieu dans différents lieux de Chambéry. Oui, en fait, on a du coup 3 soirées qui sont dans 3 lieux différents. Donc, le Broc, le Charlies et le centre, le Carré Curial, en extérieur. Et c'est complètement gratuit. L'idée, c'est de faire jouer un maximum de personnes, des gens qui sont d'ici, de leur donner de la visibilité aussi. Donc voilà. Ok, très bien. Ça a l'air cool, en tout cas. Vous êtes stressé aussi de jouer ou pas? Est-ce que vous avez déjà fait de la scène avec vos 2 groupes respectifs? Ou est-ce que ça sera le baptême du feu aussi de se produire devant des gens? Alors, nous, on a déjà joué, mais qu'une seule fois cette année, parce qu'au niveau organisation, c'est un peu compliqué de tout combiner, parce qu'eux aussi sont étudiants. Je pense, pour ma part, de ce qui est le plus stressant, c'est l'organisation du festival plutôt que de jouer le soir. Les 2 à gérer, du coup. Il y a les 2, donc c'est une difficulté supplémentaire. Mais en vrai, nous, c'est ce qu'on se disait aussi, on voulait se faire aussi un petit kiff de jouer dans le festival qu'on organise, parce que voilà, qu'on se détende un peu aussi sur tout ça, quoi. Et moi, j'ai déjà fait en fait le festival l'année passée sur la scène centrale. Les funk aussi. Ouais, j'avais fait les funk sur la scène centrale avec un autre groupe qui s'appelait Falling in Lodge. Mais là, du coup, cette année, ce sera avec Viconic. En fait, c'est une autre formation de ce groupe. En fait, des personnes de Falling in Lodge sont parties de notre groupe, donc on a formé Viconic. D'accord.
Et donc ça va être génial encore, je pense, cette année. En plus, ce sera au Brocard, donc ce sera un peu plus intimiste. Donc j'ai un peu hâte de voir les différents lieux, comment ça va être. Même toi, quand tu vas jouer au Charlies et tout, je pense que ça va être assez cool. Ouais, franchement, c'est une bonne expérience. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner aux gens qui regardent l'émission de venir au Festival Elefunk? Qu'est-ce qui fait les caractéristiques de ce festival, même si ça a déjà été un peu dit, mais... c'est un festival qui est hyper accessible et puis qui est dans des lieux différents, donc il y a à chaque fois une énergie et une ambiance assez différente, et je pense que c'est aussi sur ça qu'on joue beaucoup, c'est de trouver des artistes et des lieux qui puissent correspondre à plusieurs personnes selon ce qu'ils recherchent, selon la soirée qu'ils veulent passer, et puis voilà, que c'est hyper convivial et que chacun peut venir avec qui il veut, et que voilà, on fera en sorte que tout le monde passe une super soirée et que tout le monde en garde un bon souvenir, autant pour eux que pour nous, quoi. Ok. Bon, on rappelle les dates. Donc, c'est les 9, 10 et 11 avril prochains. Tout à fait. Dans différents lieux de Chambéry. Il y a le Brocard, il y a le Charlies et il y a le Carré Curial. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est au milieu du Carré Curial, sur la scène centrale. Pour faire le lien avec le prochain invité, la présentation du film Namaskar, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a été projeté la semaine dernière à Malraux. Ça a été créé par 5 jeunes du territoire. Et on va en parler tout de suite. Et Thomas me rejoint pour parler de la création de ce film. Salut Thomas. Et bonjour. Ça va? Ça va super. Ouais. Ouais, super, nickel. Merci. Parfait. Merci d'être là. Est-ce que ça t'a donné envie le festival Elefunk? Est-ce que tu vas aller faire un tour? Eh ben, pourquoi pas, ouais. Complètement. Complètement. On ira écouter tous ces groupes et puis boire une bière ou deux. Donc j'en parlais, la présentation du film Namaskar, une aventure humaine à vocation environnementale. Tu fais partie de ces 5 personnes qui sont parties au Népal, qui sont parties pour tourner des belles images de belles choses qui se passent là-bas, mais surtout aussi pour documenter tout ce qui touche à la pollution au Népal, la pollution au plastique là-bas. Est-ce que tu peux nous présenter le projet Namaskar? Ouais, bien sûr. Alors déjà, à la base, j'aimerais un peu resituer l'idée que nous, on voulait pas être un petit peu les blancs européens, tu sais, qui vont dans ces pays pour venir donner des leçons. Et puis parce qu'il peut y avoir ce raccourci des fois qui peuvent être faits, cet aspect un peu moralisateur, etc. Ouais. Complètement. Et nous, on voulait éviter ça à tout prix. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé pendant 2 ans, dont 1 an sur de l'enquête, pour vraiment apprendre à connaître cette culture, parler avec des associations, des Népalais, et vraiment avoir une réalité du terrain la plus proche possible pour que notre action, elle soit vraiment avec eux, et pas décalée de la réalité locale des territoires du Népal, quoi. Et donc on a eu tout ce travail d'enquête là pour ensuite aller 5 mois sur place, mettre en place une action. Donc pareil, on voulait faire une action qui soit utile pour le lieu, et pas juste faire des trucs un peu bateau pour faire des belles images. On est content, on passe au cinéma, allez, c'est super. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une machine qui va venir en fait faire fondre du copeaux plastique pour l'injecter dans un moule pour recréer des nouveaux objets. Donc, en l'occurrence, nous, on a voulu créer, pareil, un objet qui soit utile pour la vie quotidienne des Népalais, pour le tourisme, pas quelque chose qui soit que à destination du tourisme ou que à destination des Népalais, quelque chose qui englobe toute une population et le tourisme. Et donc, on a créé des manches de couteau. Donc, ces manches de couteau, ils sont entièrement en plastique recyclé, et on va venir créer de l'emploi avec les forgerons qui fabriquent les lames. Donc, on a passé aujourd'hui le fonctionnement de cette machine, on a tout mis en place, et maintenant, c'est tout géré là-bas par une coopérative. Et donc, ça vient créer de l'emploi, ça vient créer un circuit économique aussi qui est très important, parce que si on veut faire des actions qui soient pérennes, va falloir qu'on pense à créer de la valeur économique, et pas juste à faire des choses qui soient bien pour l'éthique, mais faire de l'éthique en joignant la réalité du terrain et les réalités économiques. Et c'est pour ça que nous, on avait vraiment envie de mettre ces 2 choses en place pour faire quelque chose de périn et quelque chose d'utile qui perdure, en fait. Ok. Avant de revenir plus sur l'aspect film et l'aspect projection qui a eu lieu, c'était 5 mois, c'est ça? 5 mois sur place? 5 mois de tournage. C'était de quelle période à quelle période? On est parti en janvier 2025 et on est revenu au mois de début juin 2025. D'accord. Toi, t'avais quel rôle là-bas? Moi, le rôle que j'occupais, on va dire que je gérais un peu toute la partie globale du projet, donc la recherche de financement, la mise en place, voilà, ça c'était plutôt mon rôle à moi. Et sur place au Népal, j'ai contribué à construire la machine. Du coup, en fait, on l'a toute construite nous.
construite nous. On explique du coup dans le film justement pourquoi on l'a construite nous, pourquoi on l'a pas fait faire. Ouais. Donc on vous invite évidemment à venir le voir. Ouais. Bon, on va parler après effectivement des prochaines dates parce qu'il est pas projeté partout et pas en même temps. En fait, c'est pas une sortie classique d'un film, mais c'est projeté un peu différemment en fonction des lieux et des dates. Hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, Donc on est indépendant en fait. On travaille avec une boîte de programmation qui s'appelle MC4 et on programme quand même des salles. Mais l'idée c'est que nous on vienne à chaque fois pour proposer plus qu'une projection. Nous, on aime bien proposer un apéro. On a une bière aussi qu'on a sortie qui est en rapport avec le film. Donc, on vient accompagner ces apéros-là avec cette bière. Okay. On a de la vente de tableaux photos qui nous sert de merch, en fait, pour faire rentrer des... Puis une rencontre avec l'équipe pour savoir comment ça se passait. Ouais. Et vous êtes appuyé sur des institutions aussi pour vous aider, pour vous accompagner dans la création de ce projet ou pas? On a eu des institutions qui nous ont un peu accompagnés sur des idées, sur des pistes de réflexion de comment faire. Oui, on a eu des structures qui nous ont accompagnés quand même assez de la mise en place quoi. Sur du financement mais aussi sur de la technique parce qu'évidemment nous c'est la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça. On n'avait aucune connaissance de comment il fallait le faire, donc on a fait avec les moyens du bord comme on pensait que c'était la meilleure chose à faire. Il y a des fois c'est pas forcément les meilleures choses à faire, donc donc on a fait les choses mal. Revenons maintenant sur la projection de ce film. L'avant-première a eu lieu, je crois que c'était les 9 et 30 janvier, c'est ça, la première du film au cinéma Jean Renoir à Chambéry. Et on voit d'ailleurs cinéma Jean Renoir à Pontcharrat. À Pontcharrat, pardon. C'est là, on voit d'ailleurs les images là de l'avant-première. Exactement. Comment s'est passé, j'imagine, ce moment un peu crucial, un peu l'aboutissement de quelque chose, de montrer ce que vous avez fait au plus grand nombre, et le retour aussi du public. Ça a été quoi, en fait, votre ressenti sur cette avant-première? Alors, c'est un peu difficile parce que on profite pas vraiment. Parce qu'on doit tout gérer l'organisation. Il y avait, on est très content. On a rempli les salles. On a fait 270 personnes sur les 2 soirs. On en a fait une le 8 aussi, plutôt privé avec en fait tous les sponsors, tous les gens qui ont accompagné ce projet. Donc en fait, on avait 3 grosses projections organisées. Et c'est beaucoup de travail. En fait, on dirait pas comme ça quand on va voir juste des projections ou des choses, mais c'est énormément de travail. C'est 6, 7, 8 mois à l'avance où faut tout doit être organisé, tout doit être préparé, il faut tout anticiper pour justement que tout se passe le mieux possible. Donc c'est dur, en tout cas personnellement pour moi, de profiter quand c'est des événements comme ça, parce que c'est nous qui les mettons en place, c'est nous qui les organisons. Mais en fait, on a fait un peu des micro-trottoirs comme on voit à l'écran là, et c'est vrai que c'est quand même, on redescend un peu la semaine qui suit et on se dit ça c'est trop bien quoi. On a réussi à faire ce qu'on avait vendu et ce qu'on avait dit qu'on allait faire quoi. Et le retour du public? Il y a beaucoup on a quand même des remarques négatives parce que ça reste un film, ça reste de l'art, donc c'est très subjectif. Donc forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais on va dire que les critiques négatives, elles portaient sur quoi principalement, à part C'était généralement que vu qu'on a amené un nouveau regard du documentaire, on n'est pas sur un documentaire classique de chez Arte comme on dit souvent. On a amené un mélange de YouTube, vlog, sur un format cinéma de film. Donc en fait, c'est un mélange de ces deux choses-là qui des fois sur des personnes qui ont plus l'habitude de regarder des documentaires, ils vont pas forcément retrouver ce documentaire qu'ils ont, peut-être qu'ils attendent de voir. Mais donc nous, on suit vraiment une équipe qui monte un projet et on suit pas une problématique. Les nouvelles formes de reportage, un peu comme Inoxtag quand il fait l'Everest et qui documente un peu tout son parcours et tout le processus. C'est à la fois les backstage et en même temps filmer aussi le territoire. C'est ça. C'est un peu j'ai envie de dire la nouvelle génération qui apporte des nouvelles choses au cinéma. L'enrichissement en fait mutuel aussi. Hein. Complètement. Complètement. Tout à fait. C'est vrai qu'avec nous, Namaskar, il y a quelque chose qu'on voulait qu'on parlait beaucoup, c'est qu'on a voulu amener du positif en fait dans ce film. C'est une thématique qui est très badante en fait, qui est très triste. Voilà, la pollution, c'est triste. Mais en fait, nous, on s'est dit, on sait que ça va pas, on sait qu'il y a des problèmes. Mais maintenant, comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour évoluer? Et comment on fait pour prendre le problème tous ensemble et essayer de faire les choses mieux au quotidien et tout le temps, quoi. Et c'est vrai que Namaskar, c'est du positif, de l'espoir. On veut que les gens, quand ils sortent de la salle de cinéma, ils disent, waouh, putain, j'ai envie de faire des trucs, quoi. Là, je sais pas quoi, mais j'ai envie de faire des trucs. Et c'est ce qui ressort beaucoup en salle, c'est que tout âge, toute génération confondue, on a déjà fait des projections avec les collèges, notre ancien collège la semaine dernière. Oui, il y a cette volonté aussi de toucher le monde éducatif aussi, de ça, les scolaires, et de sensibiliser aussi sur l'écologie, c'est ça, hein? Le développement durable, l'écologie, la confiance en soi, le développement social, toutes ces choses-là. En fait, nous, on est jeunes,
ceux qui vont prendre en fait les décisions pour bâtir le monde de demain, c'est nous en fait. Et c'est nous, c'est tous ensemble. Et donc ce film, c'est justement, on veut le montrer à des classes de collège, de lycée, même un peu plus vieux, justement pour dire, regardez, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de choix scolaire, de parcours scolaire, c'est juste une question de volonté. Et on a tous la possibilité de faire des choses à notre échelle. Et Namaskar, c'est montrer ça, c'est montrer qu'on a tous la possibilité de faire des choses. Et c'est pour ça qu'on vise quand même, ça reste un film qui a été pensé quand même pour du scolaire avant tout. Et on vise justement ces milieux-là. Mais il y a des personnes plutôt d'un certain âge qui nous sortent de ce film en nous disant, mais c'est pas un film, c'est une leçon de vie, votre film. Alors, nous, évidemment, on y va avec humilité et tout ça. On n'est pas du tout dans cette prétention de vouloir apprendre aux autres. Mais c'est un échange commun, en fait. Mais après, je trouve qu'il y a ce truc sympa aussi. Enfin, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'il y a cet aspect aussi médiation, en fait. C'est juste que le film est projeté, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour et la rencontre avec l'équipe, les échanges qui peuvent avoir lieu après la projection. Et il y a ce truc très intéressant de médiation, de proximité avec l'équipe qui permet d'en savoir plus, aussi de répondre à certaines questions que l'on se pose quand on regarde le film. Enfin, je pense que ça, c'est aussi une volonté de l'équipe d'avoir aussi ce format qui permet d'interagir avec les vrais protagonistes, les protagonistes, les personnes qui sont à l'origine du projet, qui permet d'aller plus loin qu'un simple visionnage, comme sur Arte par exemple, et qui permet vraiment de pousser le dialogue. C'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est l'idée, c'est de réfléchir, en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, comment on peut le faire mieux et comment on peut aller plus loin. Et en fait, une projection, c'est pareil, il y en a plein qui projettent des films indépendants, mais comment nous, on projette notre film, mais on va plus loin. C'est en proposant d'apéro, en proposant des rencontres. Et tout ça, en fait, nous, on essaie de le mettre en place au quotidien dans les projets qu'on fait. C'est comment on peut faire quelque chose, mais comment on peut aller plus loin, comment on peut créer de la rencontre, créer du partage, parce que c'est très important, en fait. Et le fait que vous soyez jeune, est-ce que vous avez eu des échanges sur le fait que vous étiez jeune, tout simplement, en fait? Ou est-ce que c'est plutôt bien accueilli que... Alors, quand on présente une idée, c'est pas très bien accueilli, mais quand on présente la finalité, c'est bien accueilli. D'accord. Okay. C'est que quand tu arrives avec une idée, généralement, on dit, ils sont jeunes, ils sont fous, mais bon, c'est normal, et puis c'est vrai. Mais du coup, on y va, et puis maintenant, quand on arrive avec ce film-là, il n'y a pas de débat ou de choses comme ça. C'est vraiment, c'est génial ce que vous avez fait. Là, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une problématique quand on présente une idée, mais quand on présente un résultat, après, ça n'a plus d'importance. Il y a ce truc on prend pas forcément au sérieux quand on est jeune et qu'on présente une idée, c'est ça? Ah oui, non, pas forcément. Après, ça dépend, c'est comme tout. Il y a des personnes qui vont prendre très au sérieux, tout à fait. Moins. Mais je dirais qu'en général, quand même, c'est plus difficile de vendre une idée, ce qui est classique, même pour un peu tout le monde, j'ai envie de dire, mais surtout quand on est jeune, on doit redoubler un peu d'efforts pour prouver qu'on est capable de faire les choses, pour prouver qu'on va y arriver et qu'on est sérieux, en fait. Mais après, une fois que le film est sorti, ça va. Là, je crois que vous étiez la semaine dernière à Malraux aussi, à Ciné Malraux pour une projection aussi. Ouais, complètement. Pareil aussi, ça s'est passé impeccablement bien avec des échanges et tout. Déjà à Malraux, c'est cool d'avoir aussi cet espace aussi pour projeter une scène nationale quand même si c'est à Ciné Malraux. Ça devait être quand même aussi flatteur de projeter dans un lieu comme celui-ci. Nous, c'était la deuxième fois qu'on venait parce qu'on avait fait des premiers films déjà avant qui avaient déjà été projetés à Malraux. Mais c'est vrai que c'est super, surtout quand les cinémas, ils ont des infrastructures qui permettent d'accueillir justement ce repas, ce buffet, ce moment d'échange, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on est à Malraux samedi soir, si je dis pas une bêtise, le 14 à 19h. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Vous êtes à résidence à Malraux, c'est pas possible. Non, on va habiter là-bas, on va mettre des lits dans le hall. On est le jeudi là sur Grenoble et dimanche à Tullin aussi vers Grenoble. Là-bas. Ouais, c'est ça que j'avais envie de dire pour les personnes qui regardent ou qui écoutent. Quand est-ce qu'on peut voir le film en fait directement? Quels sont les prochains lieux du coup? Donc c'est comme je disais jeudi à Grenoble, à Tullin dimanche. On est à Rumilly le 26 mars. On va passer à La Rochette aussi le 3 avril. Et puis Saint-Pierre-d'Albigny le 12 juin. Puis après, j'ai plus forcément toutes les dates en tête. Mais ça, on peut le retrouver par exemple sur les réseaux sociaux. C'est l'association Dahu Vagabond, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. Donc on peut retrouver sur le site internet qui est en maintenance en ce moment, je crois, mais il devrait sortir dans pas longtemps. Sur le Facebook, il y a tous les événements, il y a toutes les dates programmées avec toutes les nouvelles. Trop bien. Donc voilà, tout est un peu ficelé et un peu organisé, quoi. Moi, ça m'a donné en tout cas envie de le voir. Il faut, samedi soir. Carrément. Et j'invite aussi effectivement les gens qui regardent ou qui écoutent la presque matinale à se renseigner sur les dates pour savoir où trouver la salle de cinéma la plus proche et découvrir ce beau film.
Complètement. Merci Thomas. Merci et justement, le prochain invité, on va parler de Malraux. C'est super. Merci, à bientôt Thomas. Au revoir, Malraux qui vient nous présenter un festival, la seconde édition d'un festival qui avait lieu déjà l'an dernier, et ça s'appelle le festival Futurama. La jeunesse donne de la voix, écoutons-la, c'est le slogan du festival. Et pour ça, il y a Laura qui m'a rejoint. Salut Laura, ça va? Oui, ça va, merci. Toi, tu es chargée relations publiques, c'est ça, au public? Exactement. À Malraux. Ouais. Et tu viens nous présenter donc ce festival qui fait sa deuxième entrée, si j'ose dire, et qui a lieu du 13 au 17 avril. Qu'est-ce que le festival Futurama, Laura? Futurama, l'idée, c'est vraiment de donner un espace pour les jeunesses du territoire, donc pour les 14-25 ans, pour s'exprimer à travers les arts, donc aussi bien les arts plastiques, le théâtre, la danse, mais aussi le cinéma, la musique. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Gakko Crescendo. Ouais, vraiment toucher tous les types d'art. Tous les types d'art, et c'est de permettre à ces jeunes de s'emparer des espaces de la scène nationale, des expositions, même de la grande salle aussi. Ouais. Cette année, on ouvre aussi les portes de la grande salle pour les jeunes, et de découvrir à la fois la posture d'artistes accueillis pour que les jeunes aussi puissent prester, mais aussi de découvrir les coulisses du festival et son organisation, plutôt en termes logistiques, de communication, voilà, de découvrir finalement comment on monte un festival, comment on construit une programmation, et puis de s'amuser, de partager, voilà, avec l'ensemble de l'équipe de Malraux, mais aussi avec les autres jeunes, partager pendant une semaine un espace commun, un espace de vie, un espace d'expression. Du coup, c'est les jeunes qui font le programme de ce. Alors, il y a forcément il y a un squelette, qui est un squelette qui est fait dans la programmation de saison, qui est réfléchi une année avant, voire même plus avant le festival. Et cette année, on avait envie de donner un fil conducteur, une thématique, pour permettre aux jeunes, et notamment aux Futuramax dont on va parler, de pouvoir s'emparer de la thématique et de faire de nouvelles propositions. Et donc, cette année, on avait envie de nous questionner sur cette tranche d'âge des 14-25 ans, sur l'identité. Qu'est-ce qu'être soi? Comment on construit son identité? Qu'est-ce qu'on a envie de donner à voir? Qu'est-ce qu'on a envie de garder aussi? Comment les vêtements aussi qu'on porte ou qu'on ne porte pas donnent des messages, nous aident à nous construire. Voilà, on avait envie, c'est assez large finalement pour pouvoir accueillir des artistes, voilà, de tout support confondu, et en même temps pour tirer des ficelles sur qu'est-ce qu'en fait la construction de soi quand on a 14 ans, quand on a 18 ans, quand on a parfois plein de possibilités, un champ des possibles incroyables en face de nous. Est-ce que c'est excitant? Est-ce que finalement ça nous crée peut-être certaines peurs, certaines frustrations? Comment on fait société ensemble aussi avec cette diversité d'individus? Voilà un petit peu toutes les questions. S'interroger mutuellement, interroger sa place dans la société, interroger comment on a envie de réinventer aussi des choses via l'art et tout. Via l'art, et c'est vraiment de pouvoir se questionner pour que chaque individu, chaque singularité ait sa place dans le festival, et comment on arrive tout de même à faire ensemble. Voilà, c'est aussi des valeurs qu'on a envie de mettre en avant dans Futurama. Il y a un grand temps fort qui se dégage de Futurama numéro 2. Est-ce qu'il y a un spectacle? Oui. Alors effectivement, on a pu travailler avec des compagnies artistiques pour ces temps forts. On a notamment la compagnie La Ruse avec un spectacle qui s'appelle Faire Soi, qui vient mettre en avant en fait le mouvement punk des années 70, qui est un mouvement qui a justement mis en avant l'individualité, la créativité et l'énergie. L'idée, c'était vraiment de questionner aussi la jeunesse d'aujourd'hui sur ce mouvement punk, et de voir aujourd'hui quelles traces existent encore et comment cette énergie continue à se démultiplier. On a aussi un autre spectacle qui, là, pour le coup, est un spectacle participatif. Donc, j'en profite pour lancer l'appel aux jeunes du territoire, aux 16-25 ans. Un spectacle qui s'appelle Les Superbes, qui est un défilé de mode. Donc, avec tous les codes des défilés, avec un catwalk, avec des tenues, où la compagnie artistique ERDO va venir, à travers des ateliers de théâtre, de danse, des ateliers d'écriture, venir questionner justement le rapport qu'on a aux vêtements, et comment le vêtement nous aide ou pas à construire notre identité, à construire le je. Et du coup, le jeu que je suis. Le questionnement aussi dans sa consommation de vêtements aussi, j'imagine, non? Alors ça, on va y venir effectivement aussi pendant Futurama sur le mercredi après-midi avec La Base, où on organise un troc vêtements pour venir justement se questionner sur nos vêtements, et aussi forcément sur la fast fashion, et venir un petit peu comprendre le parcours d'un jean, par exemple, le parcours de notre t-shirt, comment on décortique aussi l'étiquette qu'on a sur nos vêtements. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, c'est assez élargi comme thématique, et ça peut vraiment intéresser effectivement le public, et
Et donner envie de participer. Oui, on a voulu que ce soit une thématique large pour finalement permettre à toutes les jeunesses de s'y retrouver. Voilà, l'idée, c'est d'être accompagné par aussi des experts, par des professionnels de la scène nationale. Si je prends par exemple l'appel à candidature qu'on a ouvert pour Expose, pour une exposition sur ce fil rouge, l'idée, c'est vraiment que les jeunes puissent proposer une œuvre déjà créée ou une œuvre en réalisation. Et d'être accompagné par l'équipe technique de Malraux pour l'accrochage, la scénographie, comment mettre en avant finalement l'œuvre qu'ils ont envie de partager auprès du grand public. C'est trop bien. Et du coup, il y a un appel à participation. Oui. Pour rejoindre le groupe qui s'appelle les Futuramax. Déjà, le nom est, pardonne-moi, trop stylé déjà. Alors, les Futuramax, ça donne envie d'y aller. Eh ben, il faut rendre, ce sont les jeunes de l'année dernière, de l'édition 1, qui ont choisi de s'appeler les Futuramax. Et c'est vrai qu'on a décidé de garder ce nom parce que, voilà, il est très parlant. Et l'idée des Futuramax, c'est vraiment que ce soit un groupe de jeunes qui puissent découvrir les coulisses du théâtre, s'impliquer dans l'organisation du festival, mais aussi rejoindre les différentes activités, les différents projets. Pour nous, c'est aussi important que le théâtre s'ouvre à cette tranche d'âge, à ces jeunesses, et puisse parfois être aussi une ouverture pour un parcours de vie personnel, un parcours de vie professionnelle, pour trouver aussi un accompagnement sur des questionnements qu'ils auraient dans cette période-là de leur vie. C'est compliqué le monde du théâtre aux jeunes, non ? Il y a pas des fois est-ce que c'est complexe ? C'est complexe, non. Ce qui nous demande, c'est d'être présent et d'avoir de l'accompagnement. C'est vrai qu'un théâtre, une scène nationale, on a des missions de diffusion, des missions de production qui sont très finalement organisées. Voilà, je parlais de la programmation qui se fait une année à l'avance. C'est sûr que on a déjà des spectacles de saison qui sont prévus. Par contre, on a des espaces libres, on a des espaces d'expression qu'on peut confier aux jeunes. Et avec notre accompagnement, avec l'ensemble des savoir-faire de la maison Malraux, on peut aussi leur ouvrir les portes et construire ensemble. C'est vraiment ce qu'on a envie de promouvoir avec Futurama. Et donc là, concrètement, rejoindre les Futuramax, t'as vu, je le dis plusieurs fois parce que je trouve trop stylé, encore une fois. Comment se passe une journée type de Futuramax, en fait Eh ben, je ne sais pas. Ah, ok. Est-ce qu'on peut dire la vérité ? Bah oui, bien sûr. Justement, je ne sais pas, puisque l'idée des Futuramax, c'est de construire avec eux. Et c'est de pouvoir faire, finalement, suivant les individualités, suivant les singularités de chacun, les envies, les appétences. Donc le premier jour, ça va être de se poser ensemble et de réfléchir comment on articule. Même on anticipe un petit peu. J'entendais tout à l'heure les moments de partage, etc. Nous aussi, on a prévu 2 apéros rencontres pour apprendre à se connaître avec les Futuramax, le jeudi 19 mars et le mercredi 25 mars. Comme ça, on apprend à se connaître. Est-ce qu'il y en a qui ont une pratique de la radio, de la danse, du théâtre, qui ont envie de s'impliquer dans la communication. Et ensuite, on va avoir des temps peut-être individualisés par rapport aux envies de chacun et des temps plus collectifs où on sera ensemble pour la réussite du festival. C'est trop bien. C'est quelle tranche d'âge, les Futuramax ? Les Futuramax, c'est pour des 16-25 ans. 16-25 ans. Je réfléchis parce qu'on a ouvert aux 14 ans pour l'exposition. D'accord. Et donc là, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les jeunes qui pourraient regarder cette séquence pour les donner envie, en fait, de rejoindre le groupe, au moins d'être curieux? Eh bien, venez nous rencontrer donc à Malraux le jeudi 19 mars et le mercredi 25 mars à 18h30 pour partager un moment de convivialité, apprendre à se connaître. Et ensuite, si vous voulez rejoindre le festival, donc il y a 3 façons, les Futuramax, le projet participatif de défilé Les Superbes et également l'exposition. Donc voilà, suivant vos talents, suivant ce que vous avez envie d'exprimer, n'hésitez pas à vous retrouver toutes les informations sur le site internet de la scène nationale. Et puis venez, partager des moments de découverte et de créativité ensemble. C'est pendant les vacances scolaires en plus, c'est ça ? Pendant la deuxième semaine, du 13 avril au 17 avril. Et puis on clôturera avec un grand événement qui est le Ciné au Quai. Puisque la question, c'est aussi l'identité, la question de soi et le vêtement. Et voilà, personnage iconique des années 50, Barbie. Nos grands-mères avaient des Barbies. Les Barbies sont encore là aujourd'hui. Et comment finalement cette couleur rose a vite été assignée à Barbie. Qu'est-ce que cela transmet? Comment on sort aussi des codes? Comment on peut quitter des stéréotypes de genre aussi? Et voilà, on avait envie de mettre à l'honneur ce film et d'en créer tout un événement, toute une soirée festive. Ah ouais, qui va s'annoncer festive en termes de chansons. On prévoit beaucoup de surprises chorégraphiées. Bon, voilà. Et ben on retrouve toutes les infos sur le site de Malraux Scène Nationale et ce sera évidemment aussi sur le site de Qu'est-ce tu dis Chambéry.
Merci beaucoup, Laura, d'être venue. Et on va passer à un autre sujet. On va parler maintenant d'emploi, de job, avec le nouveau forum de job d'été Chambéry, qui aura lieu le 2 avril. Et ce sera dans un lieu nouveau. Vraiment, on n'a pas l'habitude de l'organiser dans un lieu comme ça, parce que c'est un événement vraiment Questudy Chambéry. Et Christine m'a rejoint sur le plateau, Christine de l'équipe de Questudy Chambéry et du service Info Jeune. Salut Christine. Salut JB. Ça va ? Ça va. On va parler avec toi du forum Job d'été. Est-ce que, juste avant de commencer le forum, est-ce que ça t'a donné envie d'aller à Futurama déjà ? Ben oui, j'ai malheureusement plus l'âge, mais oui, ça a l'air vraiment super chouette. 16-25, je peux pas y participer, mais sinon j'aurais rejoint le groupe des Futuramax. Ne serait-ce que pour faire un badge avec marqué Futuramax. Christine, on va parler avec toi donc du forum Job d'été Chambéry qui a lieu cette année dans un lieu qu'on n'a jamais fait. D'habitude, on est plutôt habitué à le faire au centre de congrès Le Manège. Mais cette fois, on est dans un lieu un peu charismatique, qui est le musée des Beaux-Arts. Oui, tout à fait. On a essayé d'innover un petit peu cette année, de changer. Et donc, en partenariat avec la ville et donc le musée des Beaux-Arts de Chambéry, on va organiser pour la première fois donc notre fameux forum job d'été. Je dis fameux parce que ça fait plus de 15 ans qu'on l'organise chaque année. Donc au musée des Beaux-Arts. Donc on trouvait que le lieu était un peu original, changeait, surtout pour un job dating. On n'a pas forcément l'habitude d'organiser des recrutements dans ce type de lieu culturel, mais voilà, c'était l'occasion aussi de permettre certainement, en tout cas d'inviter certains jeunes à peut-être aller dans cette structure, dans ce lieu, qui n'ont pas l'habitude peut-être de fréquenter, alors que voilà, il y a certainement beaucoup de... Juste avant avec Laura, il y a ce truc de mélanger un peu différentes thématiques qui sont plutôt chouettes, je trouve. Ouais, du coup, c'est vrai qu'avec le musée des Beaux-Arts, c'était ce qu'on s'est dit, ça permettra aussi certainement à certains de, pour la première fois, aller dans ce musée, dans cet équipement, et pourquoi pas en attendant de rencontrer un employeur, et ben voilà, ils auront tout le loisir d'admirer la collection permanente du musée. Donc voilà, on va essayer d'allier les deux choses. Bah carrément. Et le programme alors, il est un peu le même chaque année. Le forum job d'été, c'est des recruteurs qui sont présents le jour J de différents secteurs. Quels sont les secteurs qui recrutent? Même si j'en profite, on en a parlé l'an dernier, dans le podcast, petite auto-promo pour Questudy, dans le podcast Posé sur Chambé, on a fait tout un épisode dédié sur les jobs d'été, le forum job d'été. Mais en gros, concrètement, comment se déroule un forum job d'été ? Alors, comme un job dating un peu classique, c'est-à-dire effectivement, donc nous avons invité des employeurs souvent locaux qui ont vraiment des besoins accrus pour la période estivale et qui vont venir rencontrer tout simplement les jeunes intéressés, les jeunes qui recherchent un job pour cet été. Donc voilà, c'est des petits entretiens, alors plutôt rapides. L'idée c'est pas que l'entretien dure 3 heures. Donc ça va être plutôt 10 minutes, une première approche, une première rencontre entre l'employeur et le jeune. Et puis par contre, c'est important que quand même les jeunes viennent avec des CV, puisque c'est vraiment surtout qu'en plus c'est rapide, c'est vraiment c'est rapide, donc ça sera vraiment l'outil qui va lui permettre d'être recontacté par la suite. Donc voilà, là ça va être vraiment une première approche. Quel type de questions pose le recruteur Souvent, ce qui intéresse les recruteurs, c'est pas forcément l'expérience, parce que finalement, la plupart des jobs d'été sont quand même accessibles sans beaucoup d'expérience, ce qui est normal. Les employeurs savent que c'est une première expérience pour beaucoup de jeunes, mais ça va plutôt être les disponibilités. Tout simplement, il faut que les disponibilités du jeune correspondent avec l'emploi en face, donc ça va souvent être ça. Et puis aussi, peut-être pour certains, la mobilité. Est-ce que le jeune est autonome dans ses déplacements parce que ça dépend où se trouve le lieu de travail. Et il faut que le jeune puisse s'y rendre de façon autonome par rapport aux horaires, etc. Donc ça va plutôt être ça. Alors évidemment, si les jeunes ont déjà travaillé, s'ils ont une première expérience, que ça soit d'ailleurs en stage, en alternance, c'est vrai que c'est toujours un plus. Mais je veux dire, c'est pas forcément ce qu'ils vont retenir en priorité. Et les employeurs accordent aussi beaucoup d'importance plutôt au savoir-être. Donc voilà, donc c'est vrai que la posture, la façon de parler, exactement, de se présenter. Donc ça, c'est vrai que c'est important. C'est une première rencontre, donc il faut quand même essayer de faire entre guillemets bonne impression. Donc c'est plutôt ça. Donc c'est vrai que beaucoup de jeunes se disent oh là là, mais j'ai jamais travaillé, j'ai pas de compétences particulières. Mais en fait, c'est pas ça qui va primer. Il y a souvent ce truc qui ressort
de se dévaloriser quand on n'a pas d'expérience, en fait. Oui. Alors qu'il y a d'autres choses, les fameux soft skills qu'on appelle, je crois, les compétences un peu cachées. Tout à fait. Ça, que beaucoup de jeunes ont, en plus. Ah bah oui, effectivement. Et qui, d'ailleurs, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, c'est vrai que nous, on les aide aussi dans l'équipe à trouver ce qu'ils peuvent valoriser, à toutes les petites expériences. Des fois, certains sont bénévoles, ont des activités sportives et culturelles à côté de l'école, etc., qui font qu'ils ont développé un certain nombre de, comme tu le disais, de soft skills. Et donc, c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant pour un job d'été, en fait. Voilà. Et les tu devais dégager 3 secteurs qui recrutent majoritairement sur le territoire, ce serait lesquels? Alors, traditionnellement, il y a quand même l'animation. Hein. C'est vrai que l'été, c'est depuis longtemps. C'est un secteur qui a besoin de beaucoup de personnes en renfort. La question un peu qui est souvent posée, est-ce qu'il faut le BAFA pour bosser dans l'animation? C'est mieux. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de postes qui nécessitent le BAFA, mais les personnes qui sont en train de le passer, les jeunes en train de le passer, donc ce qu'on appelle les BAFA en cours ou stagiaires BAFA, peuvent aussi décrocher ce type de job. Et il y a aussi un petit pourcentage, alors pas énorme, mais voilà, on peut aussi travailler sans ce diplôme-là. Mais voilà, les structures n'ont droit qu'à un petit pourcentage, donc c'est vrai que c'est pas la majorité des postes. Ok. Donc l'animation, hein. Oui. Après, quand même, l'hôtellerie-restauration, ça reste quand même, le tourisme, tout ça, ça reste quand même assez fort. Ouais. Donc là, tous les postes typiques de l'hôtellerie-restauration, le serveur, service, restauration, hommes ou femmes de chambre, réception. Il y a aussi de l'animation parce qu'il y a des clubs où voilà. Et puis aussi un secteur qui est pas mal demandé l'été, c'est le service à la personne en fait, puisque c'est vrai que tout simplement aussi pour venir en renfort des personnes qui prennent leur congé à ce moment-là, etc. Donc je dirais ça. Bon, donc après l'animation, l'hôtellerie, restauration et service à la personne. Tout à fait. Ouais. Et après, il y a évidemment plein d'autres choses. Déjà, il y a des agences d'intérim, donc les agences multisecteurs. Ouais. Après, vous avez le commerce, la vente. Ça va être la grande distribution. Après, il y a tout type de secteur. Mais comme tu me demandais vraiment les trois, voilà. Les classiques, quoi, en fait. Ouais. Ok, on revoit la fiche rapidement. Flo, si tu peux la remettre. Donc, le forum job d'été, ça a lieu le 2 avril 2026. Et alors, l'horaire est aussi on l'a décalé pour cette édition 2026 en fin de journée. Donc, c'est vrai que d'habitude, on fait plutôt ça à la journée ou l'après-midi. Mais là, on a choisi de faire un 17-19. Donc, on s'est dit que les jeunes, les étudiants, normalement, étaient à peu près dispo à ces horaires-là. Et voilà, c'est un peu à la sortie des cours. Voilà, la sortie des cours, effectivement. Et un format très, très condensé, très court, 2 heures. Donc donc on s'est dit on va miser sur l'efficacité. Faut pas rater le coche, quoi. Non, il faut essayer de pas rater le coche. En 2 heures, on peut faire le tour, puisqu'il y aura une vingtaine d'employeurs. Donc normalement, c'est suffisant pour rencontrer les employeurs présents. 2 heures, mais c'est vrai que on s'est dit on va essayer de faire un temps plus court en fin de journée, un jeudi soir. Voilà, on tente cet horaire-là cette année, et on espère qu'il y aura du monde. En tout cas, mémorisez la date, 2 avril au Musée des Beaux-Arts, 17-19h. Venez avec les CV, vraiment, c'est important de venir avec un bout de CV pour pouvoir déposer aux différents recruteurs présents. Et déjà, marquer les esprits, en fait. Déjà, marquer les esprits auprès d'un recruteur en se disant on est venu avec une vraie candidature et on est motivé à bosser pour l'été. Est-ce que je peux rajouter juste... une dédicace Non. Vas-y. En fait, je pense qu'on mettra aussi sur notre Insta, l'Insta de Qu'Estudie Chambéry, au fur et à mesure, peut-être aussi les employeurs qui seront présents. Ça va permettre aux jeunes qui veulent s'y rendre, de connaître un petit peu les employeurs présents, peut-être de mieux se préparer, de faire un petit peu 2-3 recherches sur l'entreprise, sur le type de poste. Ça permet aussi d'arriver un peu mieux préparé au job dating, et donc on communiquera sur notre site et sur nos réseaux. En général, une semaine avant. On diffuse la liste des employeurs, pour adapter ces différentes candidatures et se donner encore plus de moyens pour pouvoir décrocher un petit job pour l'été, parce qu'on sait que c'est primordial pour beaucoup de jeunes de bosser aussi l'été pour financer soit les études à venir, soit financer le départ en vacances, soit tout simplement d'avoir un job, en fait. Acquérir une petite expérience aussi et se confronter au monde du travail. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Merci merci à toi. Merci beaucoup.
Et puis, on continue tous, on va donner les infos sur Qu'estudie et on va passer à la dernière partie de cette presque matinale. On arrive tranquillement à midi avec la Reco Culture et avec la librairie Garin qui vient nous présenter un roman graphique, une recommandation culturelle. C'était quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un petit moment sur Qu'estudie Chambéry. C'était proposé aussi avec différentes figures de Chambéry, des œuvres culturelles, en l'occurrence là des romans graphiques ou des bandes dessinées ou des bouquins, on verra à venir, et de faire participer les librairies qui sont présentes sur le bassin chambérien. Et pour cette première, on a invité la librairie Garin avec Hélène qui m'a rejoint sur le plateau de la presque matinale. Je suis allé sur le site de Garin, j'ai vu qu'il y avait une petite description. Hélène, voilà comment tu es définie dessus. BDphile qui alimente les réseaux sociaux plus vite que son ombre. Voilà, c'est ça. Bonjour Hélène. C'est moi. Merci d'être là pour cette presque matinale, cette première de la presque matinale et cette première recommandation culturelle. Et t'es venu avec un roman graphique que j'ai terminé ce matin parce que je l'ai eu hier, on a réussi à l'emprunter hier et qui est franchement formidable. Vraiment, moi j'ai adoré le lire. Ça s'appelle Racine, c'est de Lou Luby. T'es venu aussi avec un exemplaire. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ce roman graphique qui, je le redis une deuxième fois en si peu de temps, mais qui est vraiment fantastique. Ouais, ça me fait plaisir que tu l'aies aimé aussi. Ouais, c'est une BD à laquelle j'ai pensé tout de suite quand vous m'avez contacté. Oui, parce que c'est ça, j'ai pas recontextualisé. En fait, on invite une librairie du bassin chambérien à venir recommander un roman sur une thématique donnée. Et là, ça se terminait à l'instant la quinzaine de l'égalité sur Chambéry. Mais on a envie de faire quand même continuer cette quinzaine de l'égalité le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que le thème qui avait été donné à votre librairie, c'était la quinzaine de l'égalité. Exactement. Et du coup, je te laisse reprendre la présentation. Du coup, j'ai pensé tout de suite à cette BD Racine, donc de Lou Luby, qui est parue chez Delcourt il y a un peu plus d'1 an, 2 ans peut-être maintenant, et qui est une BD qui retrace la vie de Rose, donc qui est une jeune fille au début, une toute jeune fille qui est née sur l'île de la Réunion, et qui a les cheveux crépus. Et quand elle est arrivée à l'âge de faire ses études, elle est allée à Paris. Et là, elle s'est retrouvée confrontée à tout un monde où le cheveu lisse était partout et est devenu son rêve. Et en fait, elle s'est mise à rêver d'avoir elle aussi les cheveux lisses. Et en fait, à tout faire pour se conformer aux attentes de la société, en quelque sorte. Et c'est une BD qui est à la fois, je trouve, un récit de vie, donc sur l'acceptation de soi et de ses origines, mais c'est aussi et surtout presque une enquête sur le cheveu qui est hyper riche où on va apprendre tout un tas de choses sur l'histoire du cheveu des premiers hommes à aujourd'hui, quoi. Mais aussi toute la dimension historique, donc, mais aussi politique, féministe, culturelle, enfin vraiment tout ce qu'on peut imaginer autour du cheveu et ce qu'on peut ne pas imaginer aussi. On va vraiment apprendre des tas de choses là-dessus et sur sa place dans la société aujourd'hui, tout ce qu'il y a de discrimination, le peu de pourcentage de salons de coiffure qui sont formés aussi à traiter les cheveux texturés, donc crépus, frisés, etc. Et tout ce que ça comporte de remarques non sollicitées, de racisme, de sexisme aussi, bien sûr. Et c'est une BD vraiment passionnante, je trouve aussi. Le cheveu est vraiment le fil rouge de toute la BD, avec effectivement les points un peu historiques qui sont vraiment, on découvre de nouvelles choses. Mais comme tu l'as dit, en fait, on suit, en fait, je crois que le personnage principal qui s'appelle Rose, on la suit à l'âge de 7-8 ans, je crois qu'elle a à peu près cet âge-là au début. Mais on grandit avec elle au fur et à mesure de la découverte du roman. Et on découvre aussi vraiment tout son rapport avec ses cheveux qui, pour elle, alors sans spoiler le reste du roman, mais qui a un vrai poids en fait pour elle, cet héritage en fait. Bien sûr. Et puis tout ce que ça comporte aussi de contradictions. Elle qui a toujours vu sa mère avec les cheveux lisses va réaliser très tard qu'en fait sa mère se lissait les cheveux, pas en cachette, mais presque. Elle se levait 2 heures plus tôt pour se lisser les cheveux, etc. En fait, elle va apprendre et on va apprendre avec elle au fur et à mesure des années tout ce rapport qu'elle a à ses cheveux, toute cette guerre aussi qu'elle mène contre ses cheveux. Et je trouve que c'est une BD passionnante qui peut aussi bien faire du bien à quiconque s'est déjà battu contre sa nature de cheveux, mais aussi et surtout à des personnes qui a priori se sentent pas concernées par le sujet, parce qu'en réalité ça nous concerne toutes et tous. C'est vraiment une BD où on a tous à apprendre quelque chose de cette de ce récit de vie concrètement, qui est vraiment basé sur, c'est pas autobiographique, mais c'est basé sur de nombreux témoignages récoltée par Lou Luby, qui elle-même est réunionnaise et elle-même a les cheveux assez frisés, je crois, pas crépus, mais quand même des cheveux texturés, donc qui a quand même
une certaine expérience quoi dans le sujet. Quand même. Exactement, on sent que c'est voilà. Exactement, on sent que c'est quand même inspiré aussi, je pense, de sa vie. Et c'est comme je disais, on a tous à apprendre de cette BD et je trouvais que c'était une bonne recommandation. Carrément. Sur ces sujets. Et puis il y a vraiment des moments qui sont très forts. Moi j'ai trouvé vraiment des moments un peu même douloureux quand elle a du mal à s'accepter quand c'est joué parce qu'elle fait énormément du coup de lissage, de tressage, etc. Et ça demande de l'investissement financier, ça demande de l'investissement en temps aussi. Son physique aussi est touché parce que forcément de toucher aux racines, de toucher à ses cheveux, il y a des blessures physiques aussi qui ont lieu. Mais en fait, les cheveux poussent, les cheveux vivent et elle-même n'arrive pas des fois à s'accepter son image dans le miroir parce qu'elle aimerait répondre à des standards qui nous sont imposés dans la société. Et c'est vrai que c'est vraiment frappant. Et là, on le voit à l'écran, l'imagerie par rapport à la Barbie, effectivement. Dont on parlait juste avant. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Et c'est vrai que c'est tout à fait ça, quoi. Et non, c'est vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. On devrait vraiment tous lire, même les petits garçons, les petites filles, les ados, tous les âges, tous les gens. Il est assez prenant et puis comme tu le disais aussi, il y a vraiment beaucoup de documentation historique sur l'histoire des cheveux, sur même l'esclavagisme. Enfin, c'est vraiment assez bien fait. Donc c'est une belle recommandation de Loulou. Merci. Ouais, j'aime beaucoup cette autrice. Pardon, j'en profitais pour dire qu'en fait, elle fait beaucoup de bandes dessinées documentaires, ce qu'on appelle les BD documentaires où on apprend plein de choses comme ceci. Avec souvent un regard assez engagé. Donc, elle en avait fait une aussi sur sa plus connue, je pense, qui est Goupil ou Face, où elle traite du trouble bipolaire. Elle en a fait une autre sur l'histoire, sur l'origine des contes pour enfants, qui étaient à l'origine bien moins pour enfants, en fait, beaucoup plus trash que ceux qu'on connaît, qui ont été édulcorés par Disney notamment. Et là, elle a fait beaucoup plus récemment, du coup, je voulais... Oui, parce que t'es venu avec une autre recommandation, c'est cool. Tout à fait. Donc, toujours de Loulubi, mais c'est sa nouveauté qui s'appelle Seigneur, avec un A. D'accord. Et qui est aussi un gros coup de cœur, mais qui vient juste de paraître, et qui là va. En fait, c'est un récit de vampire qui, à travers l'histoire de 3 humains qui vivent dans une société dominée par les vampires, va en fait faire une métaphore de la société patriarcale, et c'est fait de façon très maligne, très intelligente. Donc, je vous la recommande aussi, pareil, pour tous les âges, à partir de 14-15 ans, sans problème. C'est une très bonne BD. Et ça vient de sortir. Ça vient de sortir ce mois-ci. D'accord. Ok, très bien. Et c'est dans le même univers que de la patte de l'autrice de Loulubi. Exactement. Et très bien. Merci Hélène d'être venue parler de ce magnifique ouvrage, encore je le redis. Racine, c'est dispo évidemment à la librairie Garin, mais dans d'autres librairies chambériennes aussi également. La librairie Jean-Jacques Rousseau, Momy Chambéry, etc. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, elle est dispo aussi à la bibliothèque, à la médiathèque, que ce soit à la médiathèque de Chambéry ou à la BU aussi, parce que ça, c'est un exemplaire fourni par Sophie qui a coordonné, j'en profite aussi pour faire passer un message, Sophie qui a produit cette émission et qui vient de la BU du Bourget. Voilà. Donc, si besoin, on le remettra dans le circuit de la BU, parce qu'on l'a lu, ça y est. Merci Hélène d'être venue nous parler de ces 2 romans. Et puis, on arrive tranquillement à la fin de cette première presque matinale. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris vraiment beaucoup de plaisir avec Florian qui a la technique derrière et Sophie, donc j'ai dit, qui a participé à la production de cette émission, de vraiment concocter ce nouveau format. Il y aura certainement des réajustements à faire, mais en tout cas, on aimerait bien poursuivre avec de nouveaux invités, avec de nouvelles chroniques, avec de nouvelles choses. Et puis surtout de continuer à prendre le temps de parler, de s'informer, de faire passer des gens dans cette société qui va très très vite, qui avance. Merci au 79 de toujours nous accueillir dans une de ces salles pour pouvoir installer nos caméras, nos micros, nos lumières et tous nos bazars. Et puis on se dit à bientôt. Merci à tous. Merci Hélène encore une fois. Et puis à bientôt.